Introduction au market profile. On va s'intéresser tout d'abord à la construction du market profile, qui est une représentation graphique complètement atypique, qui a comme objet de représenter un aspect de la courbe, un aspect de l'évolution des courbes à travers la distribution du prix. Donc ça, c'est le mot-clé, hein. Le market profile s'intéresse à un critère qui est la distribution du prix. On va en parler tout de suite. Petit historique, c'est que le market profile, c'est très loin d'être récent, c'est une méthode très ancienne, mais qui n'a pas du tout été divulguée dans les milieux non professionnels jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On parle du market profile aux États-Unis, au Royaume-Uni depuis une petite dizaine d'années chez les traders retail, donc particuliers, mais chez les professionnels, l'origine du market profile revient à 1982. C'est son concepteur qui s'appelle Peter Steldmeyer qui l'a créé, qui est un membre de la bourse de Chicago et qui a développé donc un système grâce notamment au fait qu'il pouvait récolter beaucoup d'informations à l'intérieur même des bourses, ce qu'on appelle le data. Le data, c'est les historiques. Les historiques, donc il a réussi à récupérer pour monter son système. Donc à cette époque-là, donc c'était les premières expériences hein, sur cette nouvelle configuration. Par la suite, il y a un écrivain qui s'appelle James Dalton qui a écrit un livre pour expliquer cette méthode. Donc c'est un livre qui est resté un petit peu célèbre. Et à partir de là, ça s'est divulgué aux États-Unis. Mais en France, en Europe, on n'en parle que depuis quelques années à peine. Donc ça commence à intéresser les gens. Et c'est peut-être les prochains sujets qui seront traités sur les forums de bourse. Aujourd'hui, c'est l'analyse technique avec les indicateurs qui dominent. Mais il y a des phénomènes de mode hein, dans ça, et je pense que dans quelques temps, on parlera beaucoup de market profile. Donc il faudra savoir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, donc en fait le market profile, c'est une représentation compactée de la courbe. Compactée, qui est basée sur l'occurrence des cours à un niveau de prix indépendamment de la chronologie de la séance. On ne va pas s'intéresser, le facteur temps ici il est marginal. Ce qui est important, c'est les niveaux de prix qui ont été touchés et qui se sont additionnés au cours d'une séance. Et pour pouvoir visualiser justement ce facteur prix, on va créer une nouvelle configuration graphique très compactée qui va nous permettre de lire justement l'activité du prix pendant une séance. Le market profile, comme vous voyez ici, c'est pas une stratégie de trading, mais l'organisation des cours d'un actif. Donc c'est une manière de structurer le prix à travers une nouvelle représentation, dans le but d'avoir une lecture qui va amener ensuite à des décisions de trading. Ces décisions de trading peuvent être prises par le market profile lui-même tout seul, ou donc ça peut suffire à lui-même, hein, mais ça peut également s'intégrer à n'importe quel type de signal, n'importe quel type de plan de trading qu'on appelle un setup. Hein.
C'est-à-dire quelqu'un qui par exemple traderait avec des critères chartistes ou techniques peut intégrer le market profile comme complément, puisque le market profile en fait va essentiellement définir des zones qui sont intéressantes à trader, des zones d'achat, des zones de vente, des zones de neutralité. Et donc le setup, le signal qu'on peut avoir sur les graphiques peut s'intégrer tout à fait au market profile. En quelque sorte, le market profile nous dirait où sont les zones intéressantes à acheter, mais ne donnerait pas le niveau de déclenchement. Et sa stratégie me donnerait le niveau de déclenchement. Donc c'est un filtre en fait. C'est un filtre, ou ça peut s'utiliser également en soi. Mais pour ça, il faudrait bien sûr un peu plus maîtriser les notions de market profile pour pouvoir s'en suffire. Ok. Bien, alors donc le rôle de la distribution du prix. Donc la distribution du prix, c'est un concept dans le trading. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser où sont les niveaux où il y a une distribution qui est équilibrée, qu'on appelle dans le chartisme les ranges. Donc c'est-à-dire c'est là où il y a le plus d'échanges qui sont faits. Et donc le prix est à l'équilibre, ce qu'on appelle un marché balancé. Lorsque la distribution se fait de manière fluide, les prix ne bougent pas beaucoup. C'est un marché qui est stable. On peut comparer ça par exemple au marché de l'immobilier, où il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, beaucoup de transactions. Quand il y a beaucoup de transactions, les prix ne bougent pas. Quand il y a un problème au niveau de la distribution du prix, par exemple un écart entre l'offre et la demande, plus d'offres que de demandes, ou l'inverse, vous avez un marché qui est déséquilibré, et donc des variations qui sont importantes. Alors, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, d'après la théorie du market profile, un marché normal, ce n'est pas un marché qui monte ou qui descend. C'est un marché qui est stable. La normalité, c'est lorsqu'il y a un consensus entre les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire que chacun y trouve son compte. L'acheteur trouve que c'est un prix raisonnable pour acheter, le vendeur trouve que c'est un prix raisonnable pour vendre, et donc il y a un consensus qui s'établit, ce qui fait une stabilité du prix. Ça, c'est une normalité dans les échanges en général, et dans la bourse aussi. Ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on pourrait penser, où lorsqu'on a un marché qui est statique, on considère ça comme anormal. Or c'est pas vrai, en tout cas d'après le market profile, et puis je pense que c'est assez pertinent comme analyse. La normalité, c'est justement quand ça bouge pas, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'événement que le marché n'arrive pas à pricer, à évaluer, qui fait qu'il va y avoir des distorsions entre l'offre et la demande, et donc des variations très importantes, beaucoup de volatilité. Ça, c'est une situation qui n'est pas normale. Le marché est à la recherche d'une normalité, est à la recherche donc d'un prix qui est juste, ce qu'on appelle le prix juste, contrairement au prix qui est justement pas clair et qui amène beaucoup justement de bruit sur le marché. Donc dans les patterns, en quelque sorte, les configurations de market profile, il y a différents patterns, vous allez pouvoir constater là où le prix est stable et là où le prix est instable. D'accord? On va y revenir tout à l'heure. Alors quand on parle de market profile, en fait il y a deux représentations dans le market profile, il y a le TPO et il y a le volume profile. L'idée qu'il y a derrière, c'est exactement la même, c'est simplement les paramètres qui sont pas les mêmes à partir duquel on va construire une courbe de market profile. Le TPO, time price, non c'est une erreur, time price opportunity. Voilà. Donc le TPO va s'intéresser à la fréquence, au prix par rapport à sa fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où le prix est imprimé et touché pendant une séance. Donc par exemple, si vous prenez une séance en bougie de 30 minutes, ce qui est en général la norme pour
pour le TPO, eh bien vous pouvez comptabiliser manuellement par exemple combien de fois le prix a été touché à tel niveau pendant la séance. D'accord? Et ensuite on va additionner ces prix, on va les mettre côte à côte pour obtenir la courbe du market profile. Donc on s'intéresse à l'occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois où ce prix a été touché et imprimé. Imprimé, ça veut dire qu'il est comptabilisé dans l'historique des cours. Donc il suffit qu'il y ait eu une négociation sur ce prix, que le prix ait été touché, pour créer un TPO, d'accord, une zone de contact. Le volume profile, lui, va s'intéresser non pas à la fréquence, mais au volume, c'est-à-dire le prix par volume, le nombre de contrats, par exemple, échangés sur un actif X ou Y, que ce soit le Forex ou les futurs, ça peut être les actions également. Donc le nombre de contrats échangés sur un niveau de prix. D'accord? Alors pour faire du volume profile, il faut des plateformes spéciales, puisque c'est des plateformes professionnelles en fait, qui récoltent l'information des volumes. Donc ce qu'on appelle le data. Et ça sur MetaTrader on ne l'a pas, puisque sur MetaTrader on travaille avec des CFD. CFD c'est des produits qui sont faits par des market makers. Et les market makers ne nous donnent pas, parce qu'en général ça n'intéresse pas ce type de clientèle, ils nous donnent bien sûr le prix lui-même, mais ils ne nous donnent pas les échanges qui ont été faits sur chaque prix. Donc on peut construire des TPO sur les plateformes de CFD, mais on ne peut pas construire des volume profile sur les plateformes de CFD, uniquement sur des plateformes professionnelles. Donc nous on va s'intéresser au TPO essentiellement, donc on va s'intéresser à la récurrence du prix par rapport au volume traité par prix. Donc c'est le TPO qui nous intéresse, puisque c'est celui qui va nous permettre déjà de faire des premières analyses sur la plateforme MetaTrader. Alors comment ça se construit concrètement? On va prendre un exemple. En général, les TPO sont construits sur des bougies en 30 minutes. Donc on va suivre ce modèle-là, mais ça pourrait se faire également sur des bougies en 15 minutes. Ça ne fait pas de grosse différence. Il n'y a pas de notion d'échelle de temps fondamentalement dans une configuration de market profile. C'est-à-dire si vous prenez, si vous étudiez un market profile de la séance du jour, ça ne fait pas de différence si vous mettez du 15 minutes, du 30 minutes, du 1 heure, ce sera à peu près la même chose, à peu près. Donc généralement on prend du 30 minutes, mais ça peut se faire sur du 15 également. Donc là vous avez une représentation par exemple d'une séance, enfin une partie de séance, ça commence à 8 heures, ça finit à 14h30 ici, sur cet exemple, et vous avez des tranches de 30 minutes, donc chaque bougie elle fait 30 minutes, avec son corps, ses mèches, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait pour construire un TPO? Eh bien déjà on va remplir les mèches, on est par exemple sur le Rostox ici, toutes les mèches, puisque les mèches en fait c'est un prix qui a été touché aussi, seulement c'est pas la clôture, c'est pas l'ouverture, mais c'est un prix qui a été touché. Donc on va s'intéresser au prix. Par exemple ici sur cette mèche on a touché 3207. Donc c'est un prix qui a été touché à un moment. Donc si c'est un prix qui a été touché, on va le remplir. On va remplir toutes les mèches en fait, haussière, baissière, pour obtenir uniquement des corps entiers de bougies qui incluent les mèches. Ok? Et donc là, on a tous les prix qui ont été touchés, corps et mèches inclus, pendant cette période. Ok? Donc ça va de 3201 à 3213. Ok? 3201 à 3213. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un jeu de Tetris pour traders, pour grands traders. Le Tetris, tout le monde connaît, c'est le jeu le plus classique sur les consoles, sur Internet. C'est-à-dire, on va décaler, en fait, là où il y a de l'espace, on va décaler sur la gauche, à partir de la première bougie de cotation. Là où il y a de l'espace, on décale les cases
des prix. Donc par exemple ici, vous voyez, il y a un espace, hop, on décale. Hop, on décale. C'est pas nous qui le faisons, hein, c'est les plateformes qui le font directement, mais je vous explique le principe. Donc partout où il y a de l'espace, on décale. C'est le Tetris latéral. Hein, le Tetris normalement c'est vertical, mais là c'est latéral. Hop, on décale, partout où il y a de l'espace. D'accord? Et ainsi de suite. On fait ça partout, absolument partout. Et ça se fait en temps réel d'ailleurs. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va déjà constater par là? Eh bien, on va constater, à la fin, ça va donner, si vous voulez, par exemple, ce type de courbe-là. Hein, une fois qu'on a tout décalé. Ok? Mais juste avant d'avoir décalé, ce qu'on constate, si je reviens en arrière, vous voyez, ce qu'on constate, c'est que le facteur temps, c'est-à-dire la chronologie, Tetris, T-E-T-R-T-R-I-S. Le facteur temps va disparaître, ce qu'on appelle nous les échelles de temps avec les bougies en 15 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, en 4 heures, tout ça, ça va disparaître. Je vais vous donner un exemple. Hein. Regardez par exemple la bougie en violet. Vous voyez, elle est bien alignée sur 9h30. Et quand je vais le décaler, vous allez vous retrouver avec une partie de la bougie de 9h30 qui va se coller sur la bougie de 9h. Donc les facteurs temps disparaissent complètement. Regardez la bougie en orange ici. Hein. Regardez comment elle va se retrouver complètement éclatée. Elle est là maintenant la bougie orange. Hein. Regardez la bougie qu'il y avait en violet. Ici, voilà. Donc ça veut dire que le facteur temps disparaît complètement. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas du tout la chronologie. C'est la distribution du prix comme je l'ai expliqué, parce qu'on veut, le market profile s'intéresse uniquement à la distribution du prix. C'est-à-dire quels sont les prix qui ont été acceptés par le marché, là où il y a eu consensus entre acheteurs et vendeurs, là où le prix était relativement statique, et quel est le niveau où les prix ont créé des réjections. Et donc on va se retrouver avec des courbes qui vont avoir des formes tout à fait différentes. Hein. Je vous ai montré sur MetaTrader, en fonction des journées en fait. Hein. On va le prendre ici comme ça, par exemple sur le gold. Donc quelquefois vous allez avoir une distribution qui est très équilibrée. Par exemple ici cette journée-là, on voit pas très bien. Hein. Vous voyez la courbe, ce qu'on appelle une courbe de Gauss. Donc une courbe de Gauss, hein, c'est un théorème mathématique. Hein, qui est en fait une cloche. Hein. C'est une cloche, mais qui est verticale. D'accord? La courbe de Gauss, hein, c'est un théorème mathématique assez complexe, qui considère que c'est un théorème de probabilité, que 70% de l'activité de n'importe quel, enfin d'un élément X ou Y, hein, va se concentrer sur le centre. Donc vous avez 70% qui va être dispersé autour du centre, et seulement 15 et 15% sur les côtés. D'accord, donc on applique ça au trading également. Dans une journée normale, vous allez avoir une courbe de Gauss. Donc ça veut dire que la distribution était concentrée sur une zone qui est assez étroite. Quand vous avez un marché en tendance, vous voyez que la distribution est très étirée, comme ici par exemple. Donc là c'est un marché déséquilibré, un marché qu'on appelle où il n'y a pas de balance, il y a imbalance en anglais. Donc ça se dit pas en français, mais le contraire de la balance. Balancer, c'est quand c'est comme ça, et imbalance, c'est quand il est déséquilibré. D'accord? Et donc vous avez des multitudes de formes, on ne va pas les étudier aujourd'hui, hein, qui correspondent à des situations de marché. En fait, chaque market profile résume en fait une situation de marché. Donc on a toutes sortes de termes plus ou moins
plus ou moins savant pour définir en fait, il suffit d'apprendre la terminologie, hein, pour définir en fait chaque configuration de marché à travers ces figures. Donc tout ça, ça va parler aux traders, hein, évidemment, mais nous à ce stade-là, on ne va pas du tout rentrer dans les détails. Je voulais juste vous montrer comment se construit donc une courbe de market profile. Et donc là, vous avez donc une courbe classique sur une journée balancée, c'est-à-dire ce qu'on appelle en chartisme un range, tout simplement. Hein. Un range, c'est-à-dire que vous avez quelque part donc un prix d'ouverture. Bon là ici on ne le voit pas, mais sur les plateformes, on va nous marquer par exemple le prix d'ouverture, par exemple le prix de clôture ici. Et donc vous allez voir le plus haut, le plus bas. Vous allez voir que les zones qui ont peu été traitées en termes de prix, c'est-à-dire quand le prix, quand la courbe a atteint ce prix-là, vous voyez qu'il y a eu des réjections ici. Ce prix n'a pas été accepté. Ces prix-là n'ont pas été acceptés. Ces prix-là ont été acceptés. Donc l'idée qui est sous-jacente, hein, c'est que lorsqu'on a une journée balancée, elle va être dédiée au trading range. Donc, comment est-ce qu'un market profiler, c'est comme ça qu'on les appelle, va savoir quel type de trading il va adapter? Eh bien, c'est en regardant le type de courbe de Gauss qu'il va avoir. Et par exemple, s'il est dans un marché où le prix est accepté, il sait que j'essaie de retrouver mon... Donc il sait que les meilleurs points d'achat vont être là où il y a réjection. Donc ici, dans cette zone. Et les stop loss, ils vont être là où il y a réjection, justement. Donc ici. Et les meilleurs points de vente vont être justement ici. Parce que le prix va être attiré dans cette zone. D'accord? Et l'aimant en quelque sorte de ce point-là, ça va être, donc là je disais que vous voyez le facteur temps disparaît, on s'intéresse uniquement au facteur prix. Uniquement, donc c'est un trading de niveau, hein. Ça fait partie de la famille des traders de niveau. Bon, il y a les niveaux ouverture, clôture, tout ça on connaît, mais là on va trader des niveaux en fonction du critère de marché équilibré, marché déséquilibré. Donc on s'intéresse à la distribution du prix. Ça c'est la fameuse courbe de Gauss. Et vous avez donc par exemple ici le niveau extrême 3213. Vous avez ici aussi également des niveaux extrêmes 3202, 3201. Et là vous avez le niveau le plus traité en termes d'occurrence de prix, pas en termes de volume, hein, mais en termes d'occurrence de prix, c'est le prix le plus traité, ce qu'on appelle le point of control, le POC, le point de contrôle, le point le plus traité dans la journée. D'accord ? Alors ça va s'étudier pour de l'intraday, mais ça va s'étudier également pour... bon, généralement ça s'utilise dans l'intraday, mais dans l'intraday il y a deux façons, si vous voulez, hein, d'appréhender la courbe de Gauss. On va s'intéresser à la courbe actuelle, mais qui n'est pas terminée, qui est en construction, comme n'importe quelle séance, hein, qui se construit au petit à petit. Donc la courbe va se construire carré par carré, bloc par bloc, cellule par cellule. Et vous avez la séance précédente, qui va être une source d'inspiration pour la séance présente. Donc par exemple, si dans la séance précédente, on a eu un marché balancé, un marché équilibré, et que on démarre la séance actuelle dans les niveaux de la séance précédente. Je dis par exemple, je sais pas moi, si on a clôturé... on a ouvert ici par exemple, on a clôturé là, on ouvre le lendemain ici, donc on est toujours au sein de l'essentiel de l'activité, hein. Donc on va s'inspirer de la courbe précédente pour définir des niveaux d'achat dans la séance actuelle. Donc par exemple ici on va peut-être acheter en se disant qu'on va rester dans le range précédent.
et on va essayer peut-être d'atteindre justement le point de contrôle de la séance précédente. Voilà, donc pour résumer les idées du market profile, le marché est constamment à la recherche d'un prix d'équilibre, donc ça va un petit peu à contre-pied de ce qu'on pourrait attendre de la bourse, où lorsque la bourse est statique, les gens sont nerveux, les journalistes nous disent qu'il ne se passe rien, les gestionnaires sont pas contents, etc. Oui, mais c'est la normalité en fait. Comme tout marché, comme tout marché, une hausse excessive, une baisse excessive, ce n'est pas un bon signe pour le marché. Et j'ai pas dit que les baisses excessives, les hausses excessives ne permettaient pas de gagner de l'argent. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Hein. C'est juste pour comprendre que le prix, l'équilibre dans un marché, c'est une normalité en fait. Hein. Et en fait, peut-être que c'est la majorité des séances sont des séances qui sont rangées. Donc on va appeler ça marché balancé, hein, ici. Et la sortie d'un marché balancé, ça va amener un décalage. Et là, on va avoir du trading directionnel, du trading tendanciel. Donc on va s'intéresser justement aux zones qui sont balancées pour voir s'il n'y a pas de cassure. Donc il y a des notions évidemment de support et de résistance hein, qui vont apparaître dans le market profile. Et donc le marché va être à la recherche à chaque fois d'un nouveau prix d'équilibre. En fait, vous avez une zone d'équilibre. On peut y rester comme ça pendant 2 jours, 3 jours. Et ensuite, vous avez la sortie. Donc la sortie indique qu'il y a eu une nouvelle information qui a été filtrée sur le marché, qui fait que le prix qui était au départ évalué par le consensus des acheteurs et des vendeurs, c'était ce prix-là. Le nouvel élément qui a filtré dans l'information fait qu'on va repricer, on va recalculer le nouveau prix parce que ça ne correspond plus au prix juste. Et donc le marché va décaler à la hausse ou à la baisse pour trouver son nouveau prix. Mais son but c'est quoi? C'est pas de monter ou de baisser éternellement, c'est d'arriver à un nouvel équilibre. Une nouvelle courbe de Gauss en fait. D'accord? Donc vous allez avoir des marchés qui sont à la recherche en permanence du juste prix. Que ce soit à la hausse ou à la baisse. Hein. D'accord? Donc il y a le price of control. Ça c'est le prix le plus juste dans la séance. Et le marché va passer la plus grande partie de son temps dans un marché, dans une journée balancée, à 70% distribué autour du point of control, du point de contrôle. Donc le point de contrôle, c'est la zone aimantée en quelque sorte. Donc vous avez une journée normale avec le prix le plus traité qui va être en général au milieu ou quelque part vers le milieu pour une journée normale. Et eh bien, dès qu'on s'écarte de ce prix juste, on aura tendance à revenir naturellement vers ce prix. Et donc naturellement, vous aurez des zones d'achat et de vente qui vont se déclencher sur les extrêmes, là où il y a réjection. Parce que là où le prix n'est pas beaucoup traité, il y a fort à parier que le marché va essayer de retrouver son équilibre. Donc ce qui est assez intéressant sur le market profile, c'est que dès qu'on l'étudie, on va acquérir un confort en fait, un très grand confort de trading parce qu'on va comprendre quelque chose en fait qui est pas du tout révolutionnaire. Hein, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste on va asseoir en fait des idées qui sont intuitivement peut-être déjà comprises, hein, mais on va les asseoir, on va les théoriser, et ça va nous donner un confort de trading qui est assez spécial. Donc aujourd'hui, parmi les traders qui traitent sur graphique, qui est une catégorie de traders, hein, aux États-Unis,
et en Angleterre, bon, qui sont les deux, on va dire les deux fiefs du trading, hein, on travaille pratiquement plus que sur du market profile ou du volume profile. Pour ceux qui font du trading de graphique, hein. Après, il y a les traders de carnet d'ordre, et puis il y a d'autres types de traders qui n'ont rien à voir avec les graphiques, hein. Mais pour ceux qui traitent des niveaux avec des graphiques, eh bien la représentation en market profile et volume profile va devenir prédominante. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. Si vous allez sur des vidéos, même il y en a sur YouTube un peu, de traders professionnels ou qui donnent quelques exemples, vous verrez pratiquement plus que des graphiques en market profile, volume profile. Alors il y a un phénomène de mode aussi, hein, faut pas se le cacher, hein. Ça restera certainement pas éternellement comme ça, mais c'est ce qui a trait aujourd'hui dans le milieu professionnel. Donc le market profile va nous servir à des choses qui sont très classiques, hein. Donc appréhender les zones où l'offre et la demande s'organisent. Donc dans une courbe de Gauss, l'offre et la demande est équilibrée, plus on se rapproche du point of control, le POC, et elle va être de plus en plus déséquilibrée lorsqu'on s'écarte de ce niveau d'équilibre. Donc on va avoir une logique qui est propre au market profile par rapport au support et résistance. Donc on va pas forcément les définir comme le chartisme, mais souvent hein, il y a quand même, ça se recoupe beaucoup, hein. Mais un support et une résistance ne va pas être forcément au même niveau sur le market profile que sur des critères chartistes purs. Souvent oui, mais pas toujours. Donc dans l'exemple d'hier, oui, ça pouvait être retrouvé avec des critères de chartisme, hein, mais c'est pas toujours le cas. Et donc on va avoir sa propre logique, hein, donc en gros, les zones de support et résistance, ça va être les zones de réjection en fait, hein. Là où le marché a peu de chances de pouvoir rester statique, ça ce sont les zones de support et de résistance. Donc quand vous avez une courbe de Gauss normale, hein, et que vous achetez sur le plus bas de la value area, donc c'est-à-dire les fameux 70% de variation autour du POC, vous savez que vos stop loss se trouvent ici. Parce que là, le marché nous a montré que le prix a été rejeté, pour revenir dans la zone d'équilibre. Donc c'est là où va être le niveau du stop loss. Pareil pour les ventes, hein. Quand on est dans un marché déséquilibré, par exemple, supposons qu'on est resté 2 jours, on est resté 2 jours, 2-3 jours dans un marché rangé comme ça, et puis tout d'un coup le marché fait un écart, d'accord? Donc il passe d'une situation d'équilibre à déséquilibre. Donc il n'y a pas eu de réjection en fait, hein, on est parti sur une tendance. Donc là les stop loss vont être ici. Parce que cette zone a été abandonnée, hein. C'est plus le prix d'équilibre va être autre part. Donc on va définir les zones de fair value, le juste prix, les zones de réjection, définir les objectifs stop loss lors du déclenchement du mouvement. Classique. Ok? Donc par exemple hier, on va reprendre. Pas très clair ici.
15 minutes. Bon, évidemment, le profil a évolué hein, entre le moment où on a fait la séance de trading et le moment et la fin des cotations, puisque c'était un market profile qui était en formation. Hein. Mais on avait j'arrive à me souvenir. Ouais, c'est ça. En fait, le market profile, il ressemblait à ça quand on a fait du trading ensemble. Donc, il y avait cette zone-là, cette zone-là. Donc en matinée, hein, il y avait une zone qui avait beaucoup été traitée ici. Ensuite, le marché est sorti de cette zone pour essayer de retrouver un autre prix d'équilibre qui était là. Et qui correspond en fait à cette activité de prix qui a été faite en début d'après-midi. D'accord? Donc là, on voit qu'on était sorti de cette zone hein, d'équilibre. C'était juste à l'ouverture du marché, là. Ok? Donc là, on est sorti de la zone d'équilibre, c'est-à-dire que le marché est à la recherche d'un nouvel équilibre quand il est sorti à 15h. Et à 15h30, on est revenu donc, enfin un petit peu plus tard, 16h, on est revenu sur le niveau de cassure. Ouais, donc même avec du chartisme, on pouvait y arriver, hein, mais on est revenu sur le niveau de cassure, c'est-à-dire là où s'est créée la cassure de la zone d'équilibre. Donc là, on avait un niveau de stop loss hein, qui était que nous on a fixé ici, parce qu'il y avait peu de probabilité qu'on revienne à l'intérieur hein, de ce mouvement-là. Et donc là, on est ensuite réjection, on est reparti. Donc là, pour aujourd'hui, par exemple, c'est le début de la séance. Hein. Donc on a un marché qui est extrêmement rangé. Hein. Donc pour l'instant, on est complètement bloqué. Hein. Le marché est équilibré par rapport à hier. Hein. En tout cas par rapport à hier soir. Il évolue selon une courbe de Gauss tout à fait régulière hein, à ce stade. Voilà, donc le but c'était d'abord de montrer comment est-ce qu'on crée un profil de market profile, une figure de market profile. Donc vous avez vu, hein, l'accumulation du prix va créer donc des bosses. Hein. Et les bosses donc nous donnent en fait une vision sur le niveau de prix d'équilibre. Et les creux, hein, donc par exemple ici, quand vous avez un creux comme ça énorme, qui correspond en fait, vous voyez ici à cette bougie là, on sort, on a une tendance haussière ici, vous voyez, ça sort assez fort. Donc là, c'est-à-dire que le marché est sorti de sa zone d'équilibre. Donc il y a une cassure de résistance, d'accord? Et il va rechercher un nouveau point d'équilibre, qui va être ici. Donc là, vous avez un marché en double distribution, en quelque sorte. Double distribution. D'accord? Donc un trader, quand il a déjà en matinée, par exemple, sa première courbe de Gauss, d'accord? Lorsqu'on sort de cette courbe, on va avoir certainement un marché qui va décaler pour aller chercher son nouveau prix d'équilibre. Mais pendant la courbe de Gauss, tant qu'on n'en est pas sorti, on va ranger. On va faire de multiples allers-retours autour du point of control, du point de contrôle.
Et donc la probabilité qu'on retrouve son point de contrôle dans la journée même suivante, tant qu'on n'a pas de décalage, est très importante. D'ailleurs, quand les marchés est sans tendance, hein, le nombre de fois où on repasse sur le point de contrôle de la veille, il est très impressionnant, hein. Là, vous avez les semaines où on était complètement rangé, hein, sur le CAC. Eh bien, à chaque fois qu'on s'écarte du point de contrôle de la veille, par exemple, on y retourne, hein. Tac, tac. Voilà, jusqu'à qu'il y ait un décalage. Donc dès qu'il y a un décalage, le marché est en recherche d'un nouveau prix d'équilibre. Non, c'est pas seulement pour le scalping, non, pas du tout, hein. Ça peut se servir pour le scalping aussi, hein, mais c'est surtout pour le day trading, hein, majoritairement pour le day trading. Puis il y a aussi des market profiles qui sont dédiés au weekly. C'est-à-dire que vous pouvez résumer une semaine de cotation. Bon là on peut pas le faire sur MetaTrader, c'est pas adapté pour, mais sur les plateformes qu'on utilisera, un de ces quatre, on pourra paramétrer par exemple une semaine entière en market profile. C'est-à-dire tous les market profiles qui seront compactés pour donner une grande figure de semaine par exemple, pour donner en fait la tendance de la semaine, hein. Ok. Bon, on y reviendra. C'était juste les premiers pas, on va dire, hein, sur ça.